suite du séjour du chef de l'État à Paris, Blaise Compaoré a rendu visite au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf. Il a reçu également en audience le procureur de la Cour pénale internationale. Comme cela a été dit dans l'édition d'hier, c'est un voyage présidentiel aux multiples enjeux. Dans ce journal, nous vous proposons un éditorial signé de Pascal Yembouani Tchombiano. Bilan de l'enrôlement biométrique au Burkina, quels enjeux pour les élections couplées? Acteurs politiques et sociétés civiles étaient invités à donner leurs analyses et leurs points de vue. C'est dans le cadre d'un dialogue démocratique organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique. Aux États-Unis, des propos de Mitt Romney pris en caméra cachée soulèvent la polémique. D'une part, il affirme que 47% des Américains sont des assistés. D'autre part, dans une autre vidéo, il déclare que les Palestiniens ne veulent pas la paix et qu'il ne ferait rien pour relancer le processus de paix israélo-palestinien s'il était élu. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux actualités. Blaise Compaoré réaffirme la disponibilité et l'engagement du Burkina à accompagner l'Organisation internationale de la francophonie dans sa nouvelle vision pour l'émergence de la langue française et du multilinguisme. Le président du Faso était donc face au personnel de l'organisation. Avec Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF a évoqué les sujets du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Les temps forts de cette visite présidentielle à l'OIF, en image avec Charles Baba Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo. Paris, 18 septembre 2012. Il est 11h, heure locale, lorsque le chef de l'État burkinabé arrive au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'accueillir, le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. C'est un membre de famille que Blaise Compaoré a visité les locaux du nouveau siège de l'OIF, logé sur l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement et inauguré en 2011. Je suis venu dans ma maison, c'est une maison commune. Tous les pays qui partagent la langue française et aussi tous ces pays qui, dans la communauté francophone, partagent aussi les mêmes valeurs, les plus grandes valeurs de liberté, de démocratie et de solidarité. Je suis donc venu saluer le secrétaire général et le personnel pour l'immense travail qui est réalisé pour nous permettre de continuer d'avoir une identité dans un monde bien sûr globalisé, mais ou bien sûr dans lequel bien sûr les valeurs et les identités propres à chaque communauté doivent être promues. Dans sa nouvelle vision, l'OIF a entrepris des actions dans le domaine de l'éducation avec le Burkina Faso. L'enseignement technique et professionnel. Voilà, c'est une question pour laquelle la francophonie s'engage avec le Burkina pour faire en sorte que nous puissions quitter la logique de fonctionnement pour aller vers une logique de développement. C'est-à-dire que l'école doit former des acteurs de production, des acteurs de développement. Et ça demande qu'on revoie sur un certain nombre de pensées qui organisaient l'école et surtout voir comment mettre l'accent sur cet enseignement technique et professionnel à partir duquel nous pouvons créer plus de producteurs, plus d'hommes et de femmes capables d'être acteurs, d'être producteurs, mais surtout d'être salariés. Si certains intellectuels marquent leur désaccord pour la tenue du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa, pour des raisons qui sont les leurs, le secrétaire général Abdou Diouf se veut rassurant. Chacun a son opinion. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, j'applique les décisions des chefs d'État qui, par 2 fois, ont décidé de tenir le sommet à Kinshasa. En 2008 à Québec, en 2010 à Montreux. Et nous sommes en train de préparer le sommet. Et je crois que le sommet se déroulera dans les meilleures conditions et que nous aurons un beau taux de participation. Et bon, il y a encore des progrès à faire en matière d'état de droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Eh bien, aidons-les à faire ces efforts, à réaliser ces progrès, mais en faisant une politique de la chaise vide
je crois qu'on affaiblit notre communauté, on affaiblit les valeurs que nous défendons, alors que justement nous devons être présents partout pour les promouvoir et les faire progresser. Promouvoir le français et le multilinguisme est une des visions de l'OIF et le président burkinabé Blaise Compaoré sera à Kinshasa en octobre prochain pour imprimer davantage cette vision. À la résidence de la Selle Saint-Cloud, le président Compaoré a reçu le président de la Cour pénale, le procureur de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda. C'était ce matin, à l'issue de ce huis clos. Aucune déclaration n'a été livrée à la presse. Il faut se rappeler que Blaise Compaoré était invité à La Haye en novembre 2011 comme personnalité de référence en Afrique pour partager sa vision sur la synergie entre gestion des conflits et l'action de la justice internationale. Nous vous le disions hier, depuis que François Hollande est élu à la tête de la France, c'est la première fois que Blaise Compaoré est à l'Élysée. Un voyage chargé d'enjeux pour le Burkina et pour la stabilité sous-régionale. Entre la France et le Burkina, c'est deux amis, deux partenaires qui se retrouvent pour consolider leurs relations et pour affronter les défis communs qui se posent. Analyse et commentaires de Pascal Yembouani Tchombiano, le directeur de la télévision nationale du Burkina. La première lecture qui se dégage de cette visite du président Compaoré en France est qu'elle permet de dissiper les multiples interrogations d'analystes nationaux et internationaux sur la qualité de la relation entre Ouagadougou et Paris au lendemain de la victoire de François Hollande à la présidentielle. Quelle sera l'attitude du président normal face aux autorités en place au pays des hommes intègres? Le voile est ainsi levé pour mettre en lumière un principe cardinal qui caractérise les relations entre États. Au-delà des personnes, seuls priment les intérêts des peuples respectifs. Et dans cette logique de realpolitik, inutile de rappeler qu'ils sont nombreux, les points de convergence et les centres communs qui caractérisent les liens entre l'Hexagone et notre pays. C'est le deuxième palier à franchir pour tirer les enseignements de cette visite. La France reste un partenaire incontournable dans bien des domaines pour le Burkina Faso et cette relation gagnant-gagnant se décline sous divers aspects. Les investissements dans le secteur privé, la coopération bilatérale, la grande dynamique qui se constate au niveau de la coopération décentralisée sont des indicateurs fiables de la solidité du lien franco-burkinabé. Il est donc logique de constater que c'est en France que la SCAD, la nouvelle boussole pour le développement du Faso, a reçu l'onction des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Troisième aspect à relever, la stabilité politique du Burkina, la bonne tenue de son économie et les initiatives sous-régionales en matière de règlement de crise conduites par le président du Faso ont fait de Ouagadougou un hub diplomatique par lequel transitent la plupart des aéronefs transportant des messagers de paix. Les médiations du Burkina ont fait leurs preuves et à bien des égards, de Lomé à Conakry, en passant par Abidjan, l'on ne cesse de saluer l'expertise nationale en la matière. Le brûlot malien était au centre des échanges entre Blaise Compaoré et François Hollande, intérêts économiques et sécuritaires, préservation de patrimoine culturel mondiaux dans le nord aux mains des djihadistes, le savoir-faire burkinabé a une fois de plus été salué par la partie française. Elle promet de jouer sa partition pour sortir au plus vite des urgences ce voisin proche au grand corps malade. Voilà pour ce qui était du voyage du chef de l'État à Paris. Le Centre pour la gouvernance démocratique a convié la classe politique et les organisations de la société civile à un dialogue démocratique sur le bilan de l'enrôlement biométrique et les enjeux pour les élections couplées de décembre 2012. C'est un exercice qui devait permettre de tirer des leçons de cette première expérience. Il ressort de ces échanges que les partis politiques et les acteurs de la société civile doivent davantage s'investir dans la sensibilisation et la mobilisation des électeurs. Le reportage de Pélagie Bempanomé Sawadogo.
Le bilan de l'enrôlement biométrique, quel enjeu pour les élections couplées de 2012? C'est le thème de ce dialogue démocratique qui a réuni les politiques, les médias, la société civile et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'objectif est d'échanger sur la campagne d'enrôlement biométrique qui a pris fin le 16 août dernier au Burkina Faso. Il est ressorti que la majorité des Burkinabés s'est enrôlée, mais que au regard des attentes, on aurait pu s'attendre à ce que davantage de Burkinabés soient enrôlés. Mais les réponses qui ont été données ont montré que c'est un processus et que l'inscription est volontaire et que pour l'avenir, il y a un certain nombre de dispositions importantes qui devraient être prises au niveau des acteurs, au niveau des principales parties prenantes pour que davantage de Burkinabés soient enrôlés. Il s'agit en particulier des partis politiques qui ont un rôle important à jouer en matière de sensibilisation et de mobilisation de leur électorat. Il s'agit aussi des organisations de la société civile qui peuvent également contribuer, mais il s'agit aussi d'une responsabilité individuelle des citoyens. Ce fut une aubaine pour les participants de poser un certain nombre de préoccupations, notamment la prorogation de l'enrôlement biométrique, les tentatives de fraude et la campagne d'établissement massif des extraits de naissance. Sur la question de la prorogation de l'enrôlement biométrique, la CENI souligne son incapacité au regard de ses moyens limités. Cette initiative est du Centre pour la gouvernance démocratique CGD qui cherche à travers ce dialogue à faire un diagnostic approfondi du processus d'enrôlement biométrique. Sécurité oblige, les abonnés au réseau mobile doivent tous être identifiés. Suite aux difficultés qui persistent, l'autorité de régulation des communications électroniques propose à partir d'octobre des kits de connexion non préactivés. Les distributeurs de kits d'abonnement sont sensibilisés sur le bien fondé de cette mesure. Ils étaient invités à Tinkoudou pour une rencontre avec l'ARCEP, entourée à l'occasion des forces de sécurité. Le reportage de Symphorien Somda. La rencontre entre l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et les distributeurs de kits d'abonnement de la téléphonie mobile, tenue le 21 août dernier à Ouagadougou, constitue le top départ d'une campagne d'information et de sensibilisation dans les régions du Burkina. Le nouveau mode d'identification des abonnés est au centre des discussions de cette rencontre tenue ce lundi à Tinkodogo. L'opération commence le 1er octobre 2012. Cette nouvelle mesure consiste à enregistrer toutes les données d'identité des clients et de les envoyer à l'opérateur. Et pendant ce temps, le client ne peut pas utiliser son téléphone tant que son identité complète ne sera pas enregistrée par l'opérateur. Le message est clair. Au Burkina Faso, il faut identifier correctement chaque détenteur ou utilisateur d'une carte SIM. Un message bien reçu par les distributeurs de kits dans la région du centre-est. On a reçu un message par rapport aux SIM, aux puces. On ne doit pas vendre les SIM non identifiés. En vendant les puces, il faut envoyer les SMS à l'agence. Ils vont identifier la puce dans une heure. L'ARCEP est constamment interpellée par les forces de défense et de sécurité du fait que certains délinquants utilisent le téléphone portable pour commettre leurs forfaits. Et cette opération est voulue par le législateur pour répondre à ces attentes sécuritaires. Le ministère du Commerce rencontre les grossistes d'articles scolaires à la suite des plaintes émises par les détaillants lors du contrôle des prix des fournitures scolaires du 11 septembre dernier. Cette démarche s'inscrit dans le souci d'harmonisation des prix et une meilleure réglementation du marché. Le reportage est signé de Frédéric Etienne Bassenga. Nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons que les grossistes restent grossistes. L'on se souvient encore de la descente effectuée par les contrôleurs du ministère du Commerce dans les librairies le 11 septembre dernier. À cette occasion, les commerçants détaillants de fournitures scolaires avaient émis un certain nombre de griefs à l'encontre des grossistes, telle la concurrence déloyale des fournisseurs qui s'adonnent à la vente de détail en pratiquant les mêmes prix pour les ventes de gros et de détail. C'est donc pour tirer cette situation au clair que la coordination de contrôle de prix du dit ministère a convoqué cette rencontre pour échanger avec les grossistes. Nous sommes dans une démarche de concertation et notre objectif est d'amener les acteurs à trouver un compromis.
Et cela nous a amené effectivement à convoquer les importateurs et grossistes pour recueillir également leur avis sur la question et rappeler la réglementation en matière d'importation d'articles scolaires. À l'issue de cette rencontre, un cadre d'échange entre les grossistes et les détaillants devrait être créé pour que le maître mot soit désormais la concertation pour une bonne marche du secteur. Comment élaborer un projet, comment le mettre en œuvre et comment le gérer. Tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'entreprise a été présenté aux jeunes pour les accompagner dans la dynamique de l'auto-emploi. L'initiative de cette formation en entrepreneuriat est du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. À Zignaré, dans le plateau central, ces 50 jeunes veulent davantage apprendre en entrepreneuriat. Ils se débarrassent vite de leurs valises devenues encombrantes pour la circonstance, s'invitent en salle et prêtent oreille attentive aux tenants et aboutissants de cette formation de 5 jours. Avant d'être de futurs relais, les bénéficiaires ont droit à des modules portant sur l'idée d'un projet, le projet proprement dit, les phases de montage, d'exécution et de gestion entre autres. Chaque année, nous veillons à former un quota de personnel du ministère et en retour sur le terrain, ils sont chargés d'organiser des sessions de formation au profit des jeunes. Ces jeunes sont encadrés par eux pour monter leur plan d'affaires. Les plans d'affaires sont centralisés, évalués et les meilleurs sont sélectionnés et envoyés à Dakar, au siège de la Conféges. Et chaque année, la Conféges donne des millions pour financer les projets qui seront retenus par un groupe d'experts internationaux. Cet atelier en réalité contribue au renforcement des capacités techniques et professionnelles des jeunes à s'auto-employer ou à employer d'autres personnes, toutes choses qui participent à la réduction du chômage et du sous-emploi. Du 27 au 30 septembre, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou déroule son programme, des conférences, des animations, des excursions, l'exposition d'un biotope artificiel, des rencontres. Et seront donc les moments forts, les temps forts du CITO, le grand rendez-vous des professionnels du tourisme au Burkina. Nicolas Zigani. Tourisme et transport, quelle stratégie pour une meilleure desserte? C'est autour de cette thématique qu'aura lieu la 9e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, du 27 au 30 septembre. Le comité national d'organisation, en initiant cette conférence de presse, se veut explicite sur le programme du salon. Il est prévu des conférences débats, des excursions grand public sur des sites touristiques, des concours pour distinguer l'excellence, l'exposition d'un biotope artificiel et une animation chaque soir sur le site du CIAO. Le salon, vraiment, c'est un espace, c'est un cadre que nous créons pour que des professionnels vraiment du tourisme puissent se rencontrer. Et c'est l'opportunité pour eux d'échanger entre eux-mêmes d'abord, parce que ce n'est pas évident qu'ils se connaissent toujours bien, chacun dans sa spécialité, mais entre eux et surtout, j'allais dire, des partenaires extérieurs, ceux que nous appelons les tours opérateurs et la presse spécialisée, qui sont des gens qui sont à même de pouvoir vendre, j'allais dire, la destination Burkina Faso à l'extérieur. L'innovation majeure, c'est vraiment cette ouverture-là à nos 13 régions qui viendront nous montrer vraiment quelles sont les spécificités, quelles sont les potentialités touristiques dans chacune de ces régions-là. Le gouvernement burkinabé entend faire du tourisme un véritable levier de développement de l'économie nationale et celle de la sous-région. Alors, de nombreux pays invités de la sous-région ont confirmé leur participation. Le pays invité d'honneur, l'Algérie, ne sera pas présent à ce salon. En marge du CITO, le Burkina va commémorer la 33e journée mondiale du tourisme qui a lieu le 27 septembre chaque année. Les tours opérateurs ont remis un chèque de 7 millions de francs CFA au comité national d'organisation. Le salon est une belle opportunité de valorisation de la destination Burkina. L'un des atouts de ce pays, c'est son fort potentiel en matière de tourisme synergétique, un potentiel qu'il faut bien préserver. Un programme accompagne le pays comme le Burkina dans cette quête. C'est le programme d'appui au Parc de l'Entente qui a lancé à Fadangourma sa composante 2. Les éclairages de Yacouba Goro sur les contours de ce programme et les investissements prévus. Le PAPE, le programme d'appui au Parc de l'Entente, entre dans sa deuxième phase de mise en œuvre.
Cette rencontre des acteurs et partenaires a pour but de les informer afin de favoriser leur adhésion et leur contribution à la mise en œuvre effective de la composante 2 de ce programme. Une seconde phase qui porte sur les interventions dans les aires protégées. Elle est placée sous la responsabilité du programme des Nations Unies pour le développement. De façon spécifique, il s'agira effectivement de permettre à ce qu'on puisse doter ces aires protégées d'un certain nombre d'outils appropriés pour la gestion efficace de ces aires. Je veux parler d'un schéma national de directeur d'aménagement. C'est essentiellement renforcer les capacités des acteurs qui sont impliqués dans la gestion du parc, de manière à ce que la gestion des aires protégées se fasse de manière inclusive, c'est-à-dire l'implication de tous les partenaires. Financée à hauteur de plus de 5,5 milliards de francs CFA, cette seconde phase va permettre d'assurer une gestion coordonnée plus efficace et viable au niveau des institutions nationales, des aires protégées du complexe W, d'Arli, de la Pendjari et de leurs ressources animales et végétales. La deuxième composante, c'est les actions dans les parcs. L'investissement dans les parcs, aussi bien des points d'eau que de l'aménagement touristique, que refaire les routes afin d'avoir une meilleure circulation dans les parcs. Situé à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, le complexe écologique W Arli Pendjari est l'un des plus grands ensembles d'écosystèmes de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de près de 31 000 km². Et pour le haut commissaire de la province du Gourma, représentant le gouverneur de l'Est, ce programme a une vocation phonique. Il constitue une opportunité de taille avec une optimisation des bénéfices pour les populations riveraines du complexe écologique. Le Burkina prépare son rapport pour son deuxième passage devant le Conseil des Nations Unies qui effectue une revue périodique universelle sur la situation des droits humains dans le monde. Le ministère en charge de la question a convié les départements ministériels, les institutions et les organisations de la société civile à une concertation pour faire l'état de l'effectivité des droits humains au Burkina Faso. Reportage Maxime Zongo. Considéré comme l'un des indicateurs déterminants de la bonne gouvernance, les droits humains font l'objet d'une attention particulière. L'ONU, à travers la résolution 6251, a alors institué un examen périodique universel, un mécanisme pour évaluer les États membres. Pour mieux préparer son deuxième passage, le Burkina Faso a élaboré un rapport autour duquel les principaux acteurs ont été conviés à Ouayouguia. Cet atelier est très important pour nous parce qu'il permettra au Burkina de disposer du rapport qui fait l'état des lieux des droits humains au Burkina et qui fait également le point sur l'application, sur la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites. Et cela permet d'avoir une vue d'ensemble et permettra également au Burkina de montrer quelles sont les mesures qui ont été prises pour la mise en œuvre de ces recommandations. Le PNUD, à travers le projet de renforcement de la bonne gouvernance, est le partenaire technique et financier du processus. Les droits humains, c'est un pan assez important justement de la démocratie. Vous savez que la démocratie, c'est la gestion de la cité et pour gérer la cité, il faut que les citoyens soient dans des conditions de pouvoir s'exprimer librement. Ce deuxième passage du Burkina Faso est prévu pour se tenir lors de la 16e session du groupe de travail qui aura lieu en juin 2013. Ce deuxième passage sera l'occasion pour notre pays de présenter un rapport sur l'effectivité des droits humains. Le docteur Pierre Bidima fait entendre sa voix en cette journée internationale de la paix. Pour le président du mouvement de la paix, il faut s'investir dans l'éducation et l'information des populations pour installer durablement la paix. Il s'en est ouvert au monde de la presse en cette journée. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Le 21 septembre est célébré à travers le monde entier la journée internationale de la paix, instituée par les Nations Unies en 2000. 3 ans plus tard, a été créé le Mouvement de la paix, une association internationale avec des ramifications partout. Ce jeu de questions-réponses avec les hommes de médias est le prétexte avant le jour J du Mouvement de la paix section Burkina en guise de commémoration du 21 septembre 2012. Chaque année, nous faisons des activités et nous avons décidé cette année de faire une conférence de presse pour donc commémorer cette journée et demander aux uns aux autres
d'œuvrer encore plus pour que la paix soit préservée et consolidée dans notre pays, en Afrique, un peu partout dans le monde. L'orateur du jour anime pour la dernière fois une conférence de presse en tant que président, raison invoquée le vent de l'alternance après 2 mandats successifs. Nos acquis, nous produisons un travail intellectuel et qui permettent de sensibiliser la population dans sa phrase jeune, féminine, etc., dans le but que cette sensibilisation puisse apporter plus de cohésion, plus de paix à notre pays. Parce que sans paix, vous savez, il n'y a pas de développement. Le renouvellement des instances statutaires du Bureau exécutif national du mouvement de la paix intervient au mois de novembre prochain. Le paludisme ne laisse pas nos tropiques en paix. C'est la première cause de décès dans l'information sanitaire. C'est aussi le premier motif de consultation et d'hospitalisation au Burkina Faso. Selon la société Impact Santé, cette situation est en partie liée donc au mauvais diagnostic que posent certains acteurs de la santé. Des précisions dans ce reportage de Wendata Nathalie Kaoré. La seule année 2010, près de 5 millions de cas de paludisme ont été notifiés au Burkina Faso, avec environ 9000 décès. L'une des causes de cette situation est la banalisation de la maladie par beaucoup de gens, y compris les agents de santé, qui se basent le plus souvent sur des signes cliniques pour déclarer le paludisme et procéder à des choix thérapeutiques hasardeux. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques au paludisme. On trouve ces mêmes signes cliniques dans beaucoup d'autres maladies en zone tropicales, des maladies infectieuses dues à des bactéries, des maladies dues à des virus, même à d'autres parasites. Toutes ces maladies donnent des signes qu'on trouve dans le paludisme. Donc, en se contentant des signes cliniques sans confirmer la présence du parasite, on peut se tromper. Donc 30% des gens sont traités pour paludisme alors qu'ils n'ont pas de paludisme. Le conférencier a donc attiré l'attention des prestataires de santé présents à cette conférence sur l'utilité de procéder aux tests de référence tels que la goutte épaisse ou les frottis sanguins comme seul diagnostic de certitude du paludisme. Cela permettra une prise en charge efficace de cette maladie qui demeure une préoccupation majeure de santé au Burkina Faso. C'est le palu qui occupe tous nos lits dans les hôpitaux. C'est le palu qui tue principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et quand on a une victoire sur le palu, on a pratiquement gagné 80% de la victoire sur la mortalité et la morbidité. Cette conférence qui a réuni les prestataires de la région sanitaire du centre est l'initiative de la société Impact Santé. Constituée de professionnels de santé, cette structure oriente ses actions vers la formation et le développement d'initiatives pour contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé. Le ministre de la Santé a promis d'accompagner cette structure pour l'organisation des conférences de même nature dans les autres régions sanitaires du Burkina, car la mise à jour et l'harmonisation de l'information sur le paludisme est l'un des moyens de faire reculer la maladie et pourquoi pas l'éradiquer. Le Burkina, qui reçoit des États-Unis un important lot de médicaments pour faire face au paludisme. 8 conteneurs de kits d'urgence et de traitement sont ainsi mis à la disposition du programme national de lutte contre le paludisme par l'USAID. Des remèdes qui ont immédiatement pris la direction des districts sanitaires. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. Ces conteneurs qui sont chargés ici sur la plateforme douanière de Ouagarenter contiennent des millions de médicaments et de kits de traitement du paludisme. Le gouvernement américain vient ainsi en aide au Burkina Faso pour lutter contre la maladie. Il y a les produits, les intrants, même la quinine, il y a les sérums glucosés, il y a les perfuseurs, il y a les intranules. C'est pour prendre en charge rapidement le malade quand il vient. Le premier traitement est gratuit et on lève l'urgence et ensuite maintenant les parents peuvent continuer le traitement. L'agence USAID est chargée de transmettre ces kits d'urgence et de traitement au programme national de lutte contre le paludisme. Depuis 3 ans, le Burkina Faso reçoit des médicaments contre ce mal du gouvernement américain.
Le palu, c'est la cause principale de morbidité et mortalité au Burkina Faso, avec plus de 5 millions de cas par année, avec de nombreux décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est pour cela que le gouvernement américain cherche à aider la population au Burkina Faso pour faire face à cette maladie et pour aider à réduire vraiment la morbidité et mortalité due au paludisme. Pour cette année et avec cette nouvelle dotation, ce sont près de 900 millions de francs CFA qui sont investis dans la lutte contre le paludisme par l'USAID. Sur place à Ouagarenter, des camions sont déjà en chargement. Ces médicaments seront acheminés directement dans les districts sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Les élèves et scolaires de Diguila organisent la semaine de l'élève, 7 jours d'action socio-culturelle qui vise à promouvoir le développement de l'éducation dans cette localité du Centre-Nord. La 11e édition a permis de récompenser les meilleurs élèves et enseignants de Diguila. Sie Sylvestre Roda. Pour la 11e fois consécutive, l'association des élèves et scolaires de Diguila dans les San Matenga a organisé sa traditionnelle semaine de l'élève. Reboisement, conférences publiques, actions de sensibilisation sont entre autres les activités qui ont meublé les 7 jours. Des activités qui s'achèvent par une cérémonie de récompense des meilleurs élèves et enseignants de la localité. Ils reçoivent de l'association et de ses partenaires des fournitures et manuels scolaires. C'est un sentiment de reconnaissance et de félicitations à ces jeunes parce qu'ils ont su tisser le lien de la famille, tisser le lien de la solidarité, tisser le lien de l'accompagnement. Le thème choisi pour cette édition est Femmes et éducation pour un développement durable. Un thème qui se veut interpellatif car le Centre-Nord est l'une des 3 régions les moins scolarisées du Burkina, avec notamment beaucoup de pesanteurs socio-culturels qui entravent l'accès et le maintien des filles à l'école. Nous lançons un vibrant appel à nos grands frères qu'ils puissent en tout cas plaider à nos côtés pour qu'on puisse en tout cas avoir un collège. Vu la distance, en tout cas, le taux d'échec est vraiment élevé. Donc, on lance un cri de cœur aux autorités administratives, aux ONG et à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider en tout cas à atteindre ces objectifs. Surtout le collège, ça réduira en tout cas les échecs scolaires. Diguila compte en effet 9 écoles primaires sans aucun établissement d'enseignement secondaire. L'association des élèves et scolaires de Diguila a été créée en 2001 dans l'objectif de promouvoir la solidarité entre ses membres et le développement de la localité. Du sport à présent, c'est parti depuis la nuit d'hier pour la Kaiser Basketball League 2012 au Palais des Sports de Ouaga 2000. L'AS Sonabi a remporté le match qui l'opposait au RCK par 73 contre 68. Un choc gagné au terme de 2 prolongations. En deuxième rencontre, l'Isfran de Bobo Dioulasso a pris le meilleur sur l'AS Sonabel par 56 contre 42. Le compte rendu de Lassina Sawadogo. L'AS Sonabi jusqu'au bout du suspense remporte le premier derby de ce top 5 de la Kaiser Basketball League 2012. Un match digne d'une finale NBA. 2 prolongations ont été nécessaires pour départager Faucon et Pétrolier. Le RCK a fait la course en avant. 15-7 au premier quart-temps, 30-24 au deuxième quart-temps, 42-33 au troisième quart-temps. Mais en face, il y avait Aboubakar Sara, Abel Bakeno et Wilfried Zerbo Diempro qui ont gardé leur équipe en vie. L'AS Sonabi va revenir et arracher la prolongation 54-54 à la fin du temps réglementaire. Le RCK aura pêché dans les lancers francs à cause d'une maladresse incommensurable et d'un mental défaillant. Les pétroliers solides psychologiquement vont avoir les ressources nécessaires pour surmonter la pression et marquer les esprits. Non mais ça y est, c'est réglé. On continue à jouer. C'est 7 points, mais c'est très peu. Très peu. Ce soir, les guerriers ont été les poulains de Dabogouinis qui remportent le gain de ce choc 73-68. Marquer les esprits, c'est aussi ce qu'a réussi de l'Isfran en orange devant l'AS Sonabel. L'équipe venue de Bobo Dioulasso s'impose d'entrée 56-42 et donne le ton de ce qui sera ces 5 jours que dureront ces phases finales de la saison qui connaîtra son apothéose
le samedi prochain. Actualité internationale, aux États-Unis, des propos de Mitt Romney enregistrés par une caméra cachée créent la polémique, met le candidat républicain dans une mauvaise posture. Dans cette vidéo, Mitt Romney affirme que 47% des Américains sont des assistés, une mauvaise sortie qui est plutôt un pain béni pour Barack Obama qui gagne du terrain en jouant la carte du leader qui rassemble.